Notre orateur suivant est Monsieur Jean-Marie Frère, licencié en sciences chimiques en 1964 à l'Université de Liège. Ça ne nous rajeunit pas. Etc. Oui, surtout. De façon plus récente, il faut dire directeur du Centre d'ingénierie des protéines à l'Université de Liège depuis 1963 jusqu'à l'UNIVITA en 2008 et spécialisé en enzymologie et en particulier en mode d'action des enzymes qui reconnaissent la pénicilline et les autres bêta-lactames. Je vous en prie. Merci beaucoup. Moi, j'avais préparé en anglais, mais comme on m'a présenté en français, je vais continuer en français. Je suis quand même un peu plus à l'aise. Et je vais essayer d'illustrer en fait les choses que les autres orateurs ont un peu abordées, en prenant comme exemple le cas des bêta-lactames. Et les bêta-lactames sont, comme vous le savez probablement, de loin les antibiotiques les plus utilisés à l'heure actuelle. Et je vais commencer par vous montrer l'article fondamental concernant la pénicilline, auquel M. Griffin a fait allusion tout à l'heure, l'article de Fleming, qui est sorti en mai 1929, et la légende veut que la contamination par la moisissure ait été faite quelque part pendant l'automne ou les vacances de Noël 1928-29. Alors, par le plus grand des hasards, le 24 décembre 1928, se joue au Cercle Wallon de Marcinelle une pièce en wallon intitulée Les microbes. Et vous voyez la relation directe avec le travail de Fleming. Vous allez me dire, comment est-ce que je sais ça? Je sais ça simplement parce que l'auteur de cette pièce, Alfred Léonard, c'était mon grand-père. Et il y a donc là quelque chose d'assez amusant. Et il ne faut pas s'étonner, évidemment, que 87 ans plus tard, le petit-fils ait produit quelque chose qui parlait un peu de la même chose, encore que, je vous assure, que la pièce de mon grand-père était beaucoup plus amusante à lire que cette affaire-là. Et je me suis bien promis d'ailleurs un jour de traduire la pièce de mon grand-père en... Elle a été traduite de façon extraordinaire, elle a été traduite en wallon liégeois. Parce qu'il y a des différences fondamentales entre le wallon liégeois et le wallon de Charleroi. Et la pièce de mon grand-père a été traduite en wallon liégeois, mais il serait quand même utile de la traduire en anglais et en français. Bon, passons aux choses sérieuses. Historique de la pénicilline, ou en tout cas de l'élucidation de son mode d'action. En 1964, Hans Martin propose que la pénicilline interfère avec le pontage du peptidoglycane dans la paroi bactérienne. Donc le peptidoglycane, c'est ce polymère qui maintient les propriétés mécaniques de la cellule bactérienne et qui l'empêche d'exploser dû à sa propre pression osmotique. Si vous empêchez ce peptidoglycane de travailler correctement en interférant avec sa biosynthèse, comme le font les pénicillines et comme le fait la vancomycine, la bactérie explose littéralement. L'eau rentre et la bactérie explose. En 1965, l'année suivante, Tipper et Strominger proposent qu'il s'agit d'une analogie de structure avec le substrat d'une réaction de transpeptidation. Je vais vous montrer ça dans un instant. En 1972, toujours l'équipe de Strominger montre que les cellules bactériennes contiennent des penicillin binding proteins multiples, et en 1975, Spratt montre que ces différents PVP jouent des rôles physiologiques différents. Mais je ne vais pas entrer dans
dans les détails de cette histoire de PVP, mais il est clair que certains PVP sont des cibles mortelles et d'autres sont des cibles moins importantes au niveau de l'action antibiotique des pénicillines. Et en 76, c'est nous qui déterminons que l'interaction entre la pénicilline et les fameux PBP, donc les Penicillin Binding Proteins, implique un résidu de sérine de l'enzyme, et nous proposons un chemin réactionnel que voici. Ah non, d'abord l'analogie de structure entre la pénicilline et le peptide déalanine qui est impliqué dans la réaction de fermeture des ponts du peptidoglycane. Ceux que ça intéresse, je peux leur donner des détails là-dessus évidemment, mais ce n'est pas nécessaire à la suite de mon propos. Et comme le montre ce splendide modèle en fil de fer, l'analogie de structure est tout à fait claire. On voit qu'il y a une ressemblance entre les deux architectures, en particulier la position de ce groupement carboxylique et la liaison peptidique du peptide qui est pas mal parallèle à la position de la liaison amide à l'intérieur du noyau bêta-lactame. Je vois le pharmacien qui approuve là. Alors voilà la réaction. L'enzyme est donc un enzyme acérine. Il se forme d'abord un complexe non covalent, et cette formation n'est pas spécialement efficace. La constante de dissociation est assez élevée. Par contre, ce qui est efficace, c'est l'attaque du groupement OH de la sérine de l'enzyme sur le CO de la liaison amide du bêta-lactame pour donner cet intermédiaire de type ester. Et dans le cas des enzymes qui lient la pénicilline, donc des transpeptidases impliquées dans cette réaction de pontage, la réaction de libération de l'enzyme, caractérisée par une constante K3, cette réaction est très lente. Elle peut prendre des minutes, elle peut prendre des heures, elle peut prendre des jours. Donc essentiellement, si vous utilisez une concentration de pénicilline suffisamment élevée, tout l'enzyme va être bloqué dans cet intermédiaire qui est parfaitement inactif, qui est mort. Et vous tuez la bactérie, évidemment, puisqu'elle ne sait plus faire son pontage du peptidoglycane et elle explose. Alors, quels sont les mécanismes de résistance? Bien, voilà les cibles. Voilà l'antibiotique, qui doit le plus souvent traverser une barrière de perméabilité. Nous allons revoir ça dans un instant, avant d'atteindre éventuellement sa cible. Mais la bactérie va se défendre, par exemple en modifiant la cible de manière à ce que l'antibiotique n'ait plus d'action, en éjectant l'antibiotique par ces processus d'efflux actifs dont M. Griffin a touché un mot, ou bien en détruisant l'antibiotique grâce à ce charmant petit enzyme qui va, par exemple, couper l'antibiotique en deux. Mais il peut faire des tas d'autres choses. Il fait des modifications chimiques qui inactivent l'antibiotique. La bactérie peut aussi fermer l'entrée. Hop, on bouche la porte et l'antibiotique ne peut plus pénétrer. Vous allez me dire pourquoi est-ce que les bactéries ne font pas ça systématiquement. La raison est très simple, c'est que là, pour parler un peu vulgairement, c'est par là que la bouffe arrive aussi. Donc, si on ferme la porte, la bactérie ne mourra pas suite à l'action de l'antibiotique, mais elle mourra de faim. Ça vaut peut-être pas. Alors, la situation est évidemment différente chez les grammes négatifs et les grammes positifs. Chez les grammes positifs, les cibles, les fameuses enzymes dont je vous ai parlé tantôt, se trouvent à la surface
de la bactérie, donc tournée vers le milieu extérieur, il n'y a pas de barrière de perméabilité. La seule arme, c'est l'enzyme qui détruit la pénicilline, mais cette enzyme est sécrétée dans le milieu, donc il se dilue, donc son activité est relativement peu importante. En fait, elle était importante chez les premiers staphylos dans les années 50. Les staphylos résistants à la pénicilline, la plupart du temps, cette résistance était due à la présence de ce type d'enzyme qu'on appelle les bêta-lactamases. Mais le mécanisme préféré chez les bactéries à gram positif, c'est de changer la cible. L'exemple typique, c'est le MRSA, que vous connaissez certainement tous, qui a acquis une cible qui continue à faire la réaction de transpeptidation de façon tout à fait correcte, donc qui pompe le peptidoglycane sans aucun problème, mais qui reconnaît la pénicilline à peu près 10 000 fois moins bien que la cible normale chez le staphylo. Chez les bactéries à gram négatif, le système est un peu différent. L'antibiotique doit d'abord traverser la membrane externe. Les cibles sont sur la membrane cytoplasmique. Et nous avons les mêmes mécanismes de défense que chez les bactéries à gram positif, avec en plus l'éjection par les systèmes d'efflux, et le fait que la bêta-lactamase, au lieu d'aller se promener dans le milieu et d'être diluée, la bêta-lactamase va rester confinée dans la zone périplasmique et peut y atteindre des concentrations effrayantes. Nous avons eu une fois, en cadeau d'un collègue allemand, je crois que c'était un entérobactère, dans lequel la concentration de bêta-lactamase dans le périplasme était de l'ordre de 1 millimolaire. Alors je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, quand vous pensez qu'une bêta-lactamase peut détruire la pénicilline à des vitesses atteignant 1000 molécules de pénicilline détruites par seconde et par molécule d'enzyme, vous vous rendez compte qu'une bêta-lactamase 1 millimolaire dans le périplasme, ça va évidemment être quelque chose d'absolument effrayant. Alors, juste pour la beauté des images, je vous montre la photo d'une porine, d'une de ces voies de pénétration des antibiotiques dans le périplasme, et en fonction des résidus d'acides aminés qui tapissent l'intérieur, la porine va avoir des affinités plus ou moins importantes pour certains types d'antibiotiques ou pour d'autres. Donc, la bactérie peut ajuster. Si dans un hôpital on utilise systématiquement tel type d'antibiotique, on va sélectionner les bébêtes qui ont des porines qui sont moins perméables à ce type de composé. Comme vous disait Griffin, les bactéries ne pensent pas, elles ne se disent pas « Ah, il faut que je fasse ça pour devenir résistante », mais elles sont tellement nombreuses qu'il y a toujours bien une ou l'autre qui mute et qui acquiert la mutation qui confère la résistance. J'ai un jour calculé qu'avec un Escherichia coli qui double toutes les 20 minutes, je vous donne en 1000 combien de temps il faut pour atteindre le volume de la Terre. 6 semaines. Moins de 48 heures. Donc, si vous avez un événement qui a une chance sur 1 milliard de se produire, bah vous êtes sûr qu'il va se produire. C'est la conclusion. Si vous donnez quelques heures à la bactérie pour se développer. Alors ça, c'est un système d'efflux qui fonctionne depuis le cytosol, qui éjecte, qui va chercher l'énergie ici dans le gradient de protons qui existe au niveau de la membrane cytoplasmique et qui éjecte les molécules du cytosol vers l'extérieur. On a cru très longtemps que les bêta-lactames
qui n'ont pas besoin de pénétrer dans la cellule pour les tuer, que les bêta-lactames allaient échapper à ce système. Eh bien non, les bêta-lactames prennent l'ascenseur en route. Il y a des trous dans le tuyau qui traverse le périplasme, et les bêta-lactames rentrent par les trous et ça leur permet d'être éjectés. Je consacrerai les dernières minutes qui me restent au problème de bêta-lactamase, donc ces enzymes qui détruisent la pénicilline. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les bêta-lactamases fonctionnent selon un mécanisme qui est identique au mécanisme des enzymes que la pénicilline inactive. La différence gigantesque, c'est que le complexe intermédiaire dans lequel l'enzyme est immobilisée dans le cas des cibles, donc dans le cas des enzymes qui font le pontage, qui était, comme je vous l'ai dit, très stable, avec une demi-vie qui va en général d'1 heure à plusieurs jours. Ici, dans le cas des bêta-lactamases, cette réaction qui va relibérer l'enzyme est extrêmement rapide. Ça peut tourner jusqu'à 2-3 000 par seconde. Donc, au lieu d'immobiliser l'enzyme sous cette forme-ci, dans le cas des bêta-lactamases, nous allons hydrolyser le bêta-lactame de manière extrêmement efficace, puisque toutes les étapes vont se faire très vite et très bien. En plus d'agir selon le même mécanisme global, les deux types d'enzymes se ressemblent au point de vue des structures. Voilà un exemple de bêta-lactamase, à côté un exemple de cible de l'antibiotique, et je n'entrerai pas dans les détails, mais les petites boules bleues, jaunes et grises représentent des résidus d'acides aminés de même type, de la même famille. Et par exemple, la grosse boule jaune là-bas, c'est la fameuse sérine qui réagit avec l'antibiotique, la sérine qui se trouve là. Alors pourquoi ceci est un exemple, je ne voudrais pas qu'on généralise, mais pourquoi est-ce que ça marche dans le cas des bêta-lactamases? Pourquoi est-ce que ça ne marche pas dans le cas des enzymes sensibles à la pénicilline? Au niveau donc de cette troisième étape qui est l'hydrolyse de l'intermédiaire, stable dans le cas des cibles. Voilà une bêta-lactamase dans laquelle on a fixé l'antibiotique et qui a été tripotée génétiquement de manière à ralentir très fort la réaction d'hydrolyse de l'intermédiaire. Et ça, c'est une molécule d'eau qui, pour hydrolyser l'intermédiaire, doit attaquer le carbone jaune là-bas. Et vous voyez que si la molécule d'eau était activée correctement, mais la mutation qu'on a faite empêche cette activation correcte, si la molécule d'eau était activée correctement, l'attaque est extrêmement facile. Par contre, si vous prenez une cible, donc un de ces enzymes de pontage, voilà le carbone jaune de tout à l'heure. Et vous voyez qu'il est bien caché en dessous du reste de la molécule de céphalosporine, et donc l'eau va avoir beaucoup de mal à arriver à faire une attaque sur ce carbone. Est-ce que j'ai encore... Qui est le chef? J'ai encore 5 minutes. Comment peut-on se battre contre les bêta-lactamases? Bien, on peut déguiser l'antibiotique, changer sa structure, pour que la bêta-lactamase ne le reconnaisse plus. Et on peut, d'autre part, essayer de tuer la bêta-lactamase. Donc faire à la bêta-lactamase ce qu'on fait aux autres enzymes. Et on a utilisé les deux mécanismes. Et c'est pour ça que le nombre
de bêta-lactame qu'on va rencontrer dans le commerce est tellement gigantesque. Non seulement on en rencontre plusieurs dizaines dans le commerce, mais en plus il y en a des milliers qui sont dans des pots dans les diverses compagnies pharmaceutiques qui les ont fabriqués et qui n'ont pas trouvé bon de les commercialiser pour 36 000 raisons, dont beaucoup sont très mauvaises. Hein. Beaucoup de ces raisons sont des raisons essentiellement financières et pas du tout des raisons humanistes. Alors voilà pénicilline, céphalosporine, les molécules de base. Ça c'est la céphotaxine, ça c'est la ceftazidine, des molécules qui étaient résistantes à la bêta-lactamase TEM, qui était une bêta-lactamase qui posait des gros problèmes dans les années 70. Ça, c'est l'acide clavulanique, ça, c'est le sulbactam, qui sont des inactivateurs de bêta-lactamase. Mais vous voyez que, dans tous les cas, on garde le noyau bêta-lactam. D'autres molécules du même type, toujours des bêta-lactames, avec des chaînes latérales différentes qui les rendent plus ou moins sensibles à certaines bêta-lactamases. Et j'attire votre attention sur ce type de molécule-ci, qui est la molécule de référence pour les carbapénèmes, les carbapénèmes étant des antibiotiques dans lesquels on a cru, dans les années 90, qu'on allait résoudre tous les problèmes grâce aux carbapénèmes. Alors, comment les bactéries ont-elles réagi par leur mécanisme multiplication-mutation? Eh bien, elles ont fait deux choses, des mutations dans des enzymes existants et produit, été chercher, on ne sait pas trop où, des nouveaux enzymes qui étaient capables de reconnaître les molécules déguisées. Donc voilà un exemple de molécule déguisée. La chaîne latérale qui permet le déguisement se place ici dans le site actif. En jaune, vous avez les éléments du site actif qui font fonctionner la machine, mais en vert, vous avez des éléments qui sont impliqués dans la reconnaissance de cette chaîne. Donc si vous changez les résidus verts, vous pouvez rendre l'antibiotique plus ou moins, vous pouvez augmenter ou diminuer l'affinité de l'antibiotique pour le site actif de l'enzyme. Je vais passer ça. Le cas des carbapénèmes, dont je vous signalais il y a quelques instants que dans les années 90, on s'était dit, ça y est, on a le Saint Graal, tous les problèmes sont résolus. Eh bien non. On a commencé à voir apparaître des enzymes acérines, des enzymes de type KPC, qui étaient capables de détruire les carbapénèmes. Et puis surtout, on a vu apparaître des bêta-lactamases à zinc qui n'ont rien à voir au point de vue structure, mais alors rien du tout avec les enzymes qui étaient précédemment connues et qui sont en train de se répandre à une vitesse tout à fait impressionnante. Je terminerai en reprenant quelque chose que le docteur Griffin nous a expliqué. Il y a évidemment une surutilisation en médecine humaine, en particulier dans les pays appelés BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, où on peut souvent acheter sans ordonnance des préparations qui ne sont pas toujours très sûres et qui sont parfois diluées. Mais d'un autre côté, c'est ce que j'appelle le dilemme du TUBIP. On a montré qu'une administration préventive d'azithromycine à des enfants au Niger réduisait la mortalité de 18%. Alors évidemment, le résultat des courses, c'est ceci. L'essai clinique aide les enfants, mais provoque des craintes de résistance augmentée, évidemment. Et ça, je dois dire que je ne voudrais pas être à la place de la personne qui doit prendre la décision. Par contre, et je terminerai par là, ce contre quoi je m'élève avec la dernière des énergies, c'est l'utilisation dans l'agriculture, où c'est absolument dégueulasse, comme on vous l'a dit précédemment,
on donne des antibiotiques pour que les bêtes grossissent plus vite. Donc c'est une question de sous, uniquement de sous. Et dans les BRICS, on s'attend à une augmentation de l'ordre de 200% d'ici 2030. Aux USA, il existe quelques règlements, mais comptez sur ce trou de balle de Trump pour faire appliquer les règlements qui existent. Mais dans les règlements qui existent, il y a des choses d'une absurdité totale. Le safety of food est permis en médecine vétérinaire, parce qu'il n'est pas utilisé en médecine humaine. Mais c'est une céphalosporine. Donc si vous provoquez une apparition de résistance au safety of food, vous allez provoquer une apparition de résistance aux céphalosporines utilisées en médecine humaine. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. En Europe, par contre, cette utilisation en vétérinaire est en train de décroître, peut-être pas aussi vite qu'on peut l'espérer. Notre ami Hermann Goossens nous en a un peu parlé, mais l'utilisation prophylactique pirate est encore assez fréquente. Et alors le comble est atteint aux États-Unis, où une bactérie du type Candidatus a infecté des orangers dans certaines orangeries, et on fait de l'aspersion d'antibiotiques sur les arbres, avec des petits avions. Et donc on envoie de l'oxytétracycline et peut-être de la streptomycine, ça c'est pas encore décidé. On envoie de l'oxytétracycline dans l'air au-dessus des arbres. Et un collègue italien que j'ai vu hier m'a dit, ben oui, on s'aperçoit quand on va chercher des échantillons de sol en dessous de ces arbres que les bactéries, il y a des bactéries qui poussent et elles sont abominablement résistantes à la tétracycline, évidemment. Alors voilà le genre de cornichonnerie purement économique contre lesquelles nous devrions pouvoir lutter de manière relativement efficace. Alors là, l'Europe, comme le disait Hermann Goossens, l'Europe est en tête du peloton, du bon peloton. Et je finirai par cette dia-ci. L'industrie, notre ami O'Neill, dont on vous a parlé précédemment, a déclaré récemment, l'industrie a produit du blabla, sans fin et pas d'action. Et alors, Hermann Goossens nous a fait une peinture assez agréable de ce qui se passait en Europe. N'empêche que quand vous regardez ce que la Commission prévoit pour le prochain programme Horizon, voilà les 5 points importants. L'adaptation au changement climatique, le cancer, la santé des océans, des cités qui ne cochonnent pas trop l'atmosphère et la santé du sol et de la nourriture. Les antibiotiques là-dedans, complètement oubliés. Et je suis bien placé pour vous dire que si vous allez au FNRS avec un programme sur la résistance aux antibiotiques, vous avez beaucoup moins de chances d'être financé que pour des tas de programmes sur d'autres maladies. Ça. Intéressant de 5 dernières minutes, il est flippant. Je pense que si je vous avais vu comme professeur de microbiologie, je ne serais pas devenu immunologiste. Par contre, maintenant, c'est moi qui les sous, puisque le traitement du cancer, ça marche vraiment. Question pour M. Frère, qui a une connaissance incroyable de ce domaine et un enthousiasme infectieux. Non, d'accord, mais bon, ça ne se voit pas. Question, remarque. Vous disiez qu'il y a des molécules potentiellement intéressantes qui traînent sur les étagères dans les boîtes pharmaceutiques. Oui. Comment se fait-il, vu le problème? Est-ce qu'il y a vraiment... Il n'y a aucun marché pour ça? Ou bien les études cliniques sont trop chères? C'est exactement ça. Il faut aller les rechercher.
les resynthétiser, refaire des équipes cliniques, parce que malheureusement, ça c'est peut-être la réglementation qu'il faudrait regarder d'un peu plus près, malheureusement, mais je crois que c'est en train de changer, en tout cas aux États-Unis. Bon, un antibiotique, en principe, vous en prenez pendant une semaine ou 10 jours, et c'est fini. Un antihypertenseur, vous en prenez tous les jours pendant le restant de votre vie si vous faites de l'hypertension. Hein. Or, on soumet les deux types de molécules aux mêmes exigences. Alors on peut se demander, bon, je suis en train de mourir d'une septicémie, qu'est-ce que ça peut me foutre qu'on me donne une molécule qui risque de me donner le cancer dans 20 ans? C'est un peu ça le problème. Merci beaucoup. Revenez nous voir. Pour ceux qui ne le savent pas, Jean-Marie Frère est directeur de la classe des sciences à l'Académie royale de Belgique. Donc nous devons faire plus de choses avec l'Académie des sciences, on est plusieurs à le dire. Vous êtes un exemple magnifique. Merci beaucoup.